Bienvenue sur l'OIE, une chaîne qui traite de sujets en lien avec l'amnésie traumatique. Et aujourd'hui, j'aimerais ouvrir une nouvelle série de vidéos sur la notion d'emprise. En effet, quand on regarde un petit peu le délai qu'il faut aux victimes avant de parler, on se rend compte que ce délai se compte très souvent en années, en particulier dans le cas d'inceste vécu par des enfants. Ces enfants ne parlent généralement qu'à l'âge adulte. Pour certains, ça peut mettre 20, 30, 40 ans avant que les langues ne se délient. Et la question qui est très souvent posée aux victimes, c'est pourquoi avoir mis tant de temps avant de parler? Et il y a, à mon sens, un élément de réponse essentiel à cette question, et cet élément, c'est l'emprise. Voilà pourquoi je pense qu'il est d'utilité publique de continuer à parler de ce sujet, parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui l'ont fait, mais je pense que ça peut toucher encore plus de monde et qu'on peut être collectivement encore plus alerté sur ce sujet. Comme vous l'aurez peut-être remarqué jusqu'à présent, mes vidéos n'étaient pas écrites parce qu'elles se basaient essentiellement sur mon expérience personnelle. À partir de maintenant, je vais essayer de faire des choses un peu plus structurées, donc j'ai pris quelques notes et je vais me baser sur un ouvrage en particulier pour cette question de l'emprise. Premièrement parce que cet ouvrage, il a été très éclairant pour moi et parce que je trouve qu'il est très bien pensé, très bien articulé et surtout qu'il rend cette notion la plus accessible possible au plus grand nombre. Voilà pourquoi je vais essayer de revenir dessus en détail. Bien évidemment, comme toujours, je vous invite à vous faire votre propre avis et à consulter cet ouvrage dans son intégralité. Je mettrai toutes les informations nécessaires dans la description, mais je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit d'un ouvrage de Anne-Clotilde Ziegler, qui est une psychologue. Cet ouvrage s'intitule « Qu'est-ce que l'emprise ? Violence psychologique, physique et sexuelle dans la famille, le couple et au travail ». Et le sous-titre qui, à mon sens, est en fait l'essence de tout ce travail. Comprendre les mécanismes sans prémunir, en sortir. Donc voilà, je vous le présente ici. Et vraiment, cette partie-là, pour moi, c'est celle qui est la plus importante et c'est sur ça qu'on va essayer de se concentrer. Puisque il y a une chose qui m'est apparue prépondérante, c'est qu'en fait, une proie sous emprise n'est plus rationnelle, n'est plus capable de penser ni pour ni par elle-même. Et donc, une des clés pour se libérer de l'emprise, eh bien, c'est déjà de savoir la reconnaître et de comprendre comment elle fonctionne. Ça peut éviter dès le départ de tomber dedans et éventuellement, quand on y est déjà, ça peut aussi aider à une prise de conscience. Donc, euh, c'est un ouvrage qui est assez conséquent. Voilà pourquoi je vais faire une série de plusieurs petites vidéos afin que ce soit plus digeste et pas que vous vous tartiez je ne sais combien de vidéos de plusieurs heures. Donc voilà, là c'est l'introduction, ça va peut-être être un peu plus long, mais je vais essayer d'être plus concise et de vraiment découper cette emprise en sujets plus précis qu'elle a déjà fait dans l'ouvrage et je vais essayer de suivre au mieux cet ouvrage. Donc je vais commencer par vous lire des éléments de définition, puisqu'on est dans une vidéo de définition assez générale de l'emprise avant de revenir plus en détail. Donc laissez-moi vous lire déjà cette première définition qui se trouve en page 14 et en page 16 pour ceux qui auraient l'ouvrage. Et nous sommes dans la première grande partie, les mécanismes de l'emprise, et donc cette partie s'intitule « Qu'est-ce que l'emprise ?» L'emprise est une relation de pouvoir et de domination alimentée par la fascination et la peur suscitée chez la proie, parfois aussi par l'impossibilité objective de faire autre chose que de se soumettre. Pour la proie comme pour l'entourage, ce phénomène est difficile à percevoir et à comprendre tant il s'impose de façon parfois très subtile et déroutante à une victime en pleine confusion. Je poursuis ici. L'emprise exproprie la proie d'elle-même, la rendant confuse tant dans ses émotions que dans sa pensée. Elle se retrouve à faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites si elle était encore en pleine possession de son libre arbitre et cède sans consentir. L'emprise est l'installation d'un rapport de domination indu ou une perversion de l'autorité saine, un abus, une tyrannie perverse.
Elle fait perdre à la proie son autorité propre, c'est-à-dire la possibilité d'être auteur de sa vie. Et c'est le prédateur, à coup de manipulation et de violence, qui prend le contrôle. Ce mécanisme s'apparente au mécanisme sectaire. Et donc, ce qui, à mon sens, est le plus frappant dans cette définition, c'est que l'emphase n'est pas mise particulièrement sur la violence ni sur la manipulation. L'emphase, elle est mise sur le fait que c'est un processus qui est insidieux. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'elle parle de l'entourage. Très souvent, en fait, on assiste à cette mise sous emprise de certaines personnes. Mais comme on ne la comprend pas, on se dit juste que voilà, la proie est stupide et qu'elle se fait avoir, alors qu'en fait c'est bien plus grave et bien plus complexe que ça. Donc déjà je pense que ça c'est un point majeur à retenir, et donc elle insiste énormément sur cet aspect psychologique qu'on prive une personne de sa faculté à penser. Et elle ajoute, comme le dit Sarah Barouk, l'emprise est un grignotage. Là encore, j'ai trouvé l'image très intéressante parce que ça aussi, ça insiste sur l'aspect insidieux et donc progressif. Bien évidemment qu'un prédateur ne va pas arriver en disant « Bonjour, je vais te manipuler pour te dominer ». Ça n'aurait aucun sens. Donc, évidemment, les mécanismes qui sont mis en place, ils sont bien plus insidieux que ça. Moi, je pense souvent aux documentaires animaliers, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant que l'auteur emploie les termes de proie et de prédateur que j'ai repris moi-même dans mes vidéos, parce qu'il y a vraiment cette idée, vous avez tous déjà sûrement vu ces images que je trouve atroces de fauves qui courent après des gazelles ou je ne sais quoi, et il y a vraiment cette notion d'épuisement de la faire courir, et la proie se fait généralement avoir, pas parce qu'elle est moins intelligente, pas parce que elle a quelque chose de particulier, mais à cause de l'usure. C'est ça qui fait généralement que les proies perdent, c'est que à force de courir, à force de se battre, elles sont épuisées, elles cèdent et deviennent impuissantes. C'est ça l'emprise. Donc je trouvais très important de revenir là-dessus sur cette définition générale. Et ensuite, j'ai relevé quelques éléments qui me sont apparus intéressants. Bien évidemment, je reviendrai en profondeur sur chacune des choses qui sont traitées ici, mais là, on brosse un portrait assez large. Donc, dans cette partie, l'autrice parle des intérêts pour le prédateur. Quels sont les intérêts pour le prédateur à mettre une proie sous emprise? J'ai cité les principaux. Se conforter narcissiquement, ça j'en parlerai plus tard, puisque très souvent on parle de pervers narcissique quand il s'agit de prédateurs. On verra que ce n'est pas toujours le cas et que ce mot il est un petit peu utilisé à tort et à travers aujourd'hui. Il y a une définition bien précise du pervers narcissique, mais de façon générale, dans la manipulation et la domination, il y a toujours un rapport narcissique du prédateur qui fait ça pour conforter son ego. Ensuite, un autre intérêt, asseoir son pouvoir sur sa proie et la détruire. Donc, pour moi, ça va dans le sens de la confortation narcissique, qui est toujours de se sentir rassuré par ce rapport de domination. Et enfin, le troisième grand intérêt, c'est de soutirer des avantages à la proie sans son consentement. Ces avantages, ils peuvent être divers et variés, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, mais là, l'autrice précise quand même quelques thèmes. Ces intérêts peuvent être matériels et financiers, sexuels, psychologiques, ou peuvent être relatifs à la position sociale ou le réseau relationnel. Encore une fois, je reviendrai avec des exemples plus en détail sur tout ça. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'elle parle des contextes, lieux et relations en donnant des exemples de à quels endroits, à quel moment et avec qui peut avoir lieu l'emprise. Elle cite un manager au travail, un conjoint ou un parent à la maison, un directeur de thèse à l'université, un photographe sur un shooting, réalisateur ou acteur sur un plateau, une aide à domicile qui s'occupe d'une personne âgée, etc. Ce qui, à mon sens, est le plus frappant dans cette liste, c'est qu'en fait, bien sûr, il ne faut pas faire de généralité, c'est juste à titre d'exemple. Heureusement, tous les managers ne sont pas des pervers narcissiques, tous les conjoints ne tapent pas sur leurs femmes et toutes les aides-soignantes ne profitent pas des personnes âgées. Mais ce qui est révélateur justement dans cette liste, c'est que le prédateur peut se cacher absolument partout. N'importe qui peut être un prédateur. Vous pouvez rencontrer des prédateurs absolument dans n'importe quel domaine de votre vie. Il faut se défaire de cette image justement du grand méchant loup un peu sombre et mystérieux qu'on verrait venir à des kilomètres. C'est pas le cas.
Et c'est bien ce qui rend cette notion d'emprise aussi complexe. Et c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo avant d'ajouter, puisque c'est un sujet qui me concerne particulièrement et que l'autrice en fait quelque chose d'un petit peu spécifique dans cette définition. Quand elle parle de l'emprise, elle parle aussi de l'inceste et elle dit une phrase qui à mon sens est édifiante sur cette notion-là, c'est que l'inceste laisse des plaies très très profondes, similaires à celles de la torture. Et ça, je trouve que c'est essentiel. C'est pas parce que, je le dis et je vais le répéter encore, c'est pas parce qu'une proie ne dit pas non, c'est pas parce qu'elle a l'air d'aller dans le sens de son prédateur, c'est pas parce qu'en fait elle a été dépourvue de toute capacité de se défendre ou de penser par elle-même qu'elle est consentante et que cette situation est positive pour elle, même si elle vous le dit. Donc, ça c'est la première chose qui est très importante. Et donc, d'où cette notion de torture, puisque là on se retrouve pour les proies dans des paradoxes qui sont extrêmement complexes et qui sont extrêmement douloureux au quotidien. Encore une fois, j'insiste sur cette notion d'usure qui est prépondérante et qui se fait vraiment sur le temps. Avaler une fiole de poison d'un coup, vous allez très vite comprendre que ça va très mal se passer, les résultats vont se voir tout de suite. Par contre, prenez-en une petite dose pendant très longtemps, mais en fait, vous allez peut-être mourir d'une cause qu'on prendra presque pour étant naturelle, alors qu'en fait, elle ne le sera pas du tout. Donc voilà, j'ai dit que je n'allais pas m'éterniser, donc je vais tâcher de m'arrêter ici. Et en conclusion, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que n'importe qui peut être un prédateur et vous pouvez en trouver n'importe où. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une généralité, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, ça veut dire que la méfiance, elle doit être assez générale et il ne faut pas se dire oh bah parce que c'est tel domaine ou parce que telle personne a fait telle chose ou telle chose, ça peut pas être un prédateur. Tout le monde peut être un prédateur, ce qui va m'amener en fait à la prochaine vidéo. Qui peut être une proie? Bien vous vous en doutez, la réponse est également tout le monde, mais ça nous le verrons dans la vidéo suivante. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.